Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. En 1949, peu avant la fondation de la République populaire de Chine, les États-Unis ont publié un livre blanc sur la relation sino-américaine. À l'époque, Mao Zedong avait rédigé plusieurs articles pour critiquer ce livre blanc. Cependant, il a remercié les États-Unis d'avoir donné une opportunité pour les Chinois de mieux comprendre le sens profond de la révolution en Chine. Récemment, le vice-président américain Mike Pence a prononcé un discours au cours duquel il s'est livré à une critique virulente de presque tous les aspects du développement de la Chine. Une occasion pour nous de réexaminer le mode de développement en Chine et les relations entre les deux pays. Avant d'essayer de trouver des éléments de réponse, je vous propose de regarder ce reportage préparé par notre journaliste Liu Guangchun pour savoir un peu plus sur le contexte de cette affaire. Depuis le mois de juillet 2018, la guerre commerciale est lancée entre les États-Unis et la Chine. Une guerre commerciale qui n'a cessé de s'intensifier entre-temps. Le 18 septembre 2018, Washington a annoncé que 200 milliards de dollars de produits chinois seraient taxés à hauteur de 10% à partir du 24 septembre et que d'autres mesures d'augmentation des tarifs douaniers seraient adoptées dans l'avenir. Selon les données publiées par l'administration générale des douanes de Chine, l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis s'est creusé en septembre pour atteindre 34,13 milliards de dollars, un chiffre record. Le 4 octobre 2018, à un mois des élections américaines de mi-mandat, le vice-président américain Mike Pence a prononcé un long discours à Washington sur la politique des États-Unis envers la Chine. Il a accusé la Chine d'intervenir dans la politique et les élections américaines, critiquant de manière virulente la politique aussi bien intérieure qu'extérieure de la Chine. La chaîne de télévision américaine Fox News a diffusé le 14 octobre une interview de Tsui Tiankai, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis. Ces accusations sont dénuées de tout fondement. L'un des principes de la politique étrangère chinoise consiste à ne pas interférer dans la politique intérieure des autres pays. Et nous n'avons jamais varié de position. Nous avons des antécédents irréprochables dans ce domaine. Dans son discours sur la Chine, le vice-président américain Mike Pence a critiqué l'action de la Chine dans les domaines politiques, économiques et militaires. Pence a affirmé que les États-Unis avaient reconstruit la Chine. Il a également accusé la Chine de violer le commerce libre et équitable. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce a répondu lors d'une conférence de presse régulière du 11 octobre. Les commentaires du dirigeant américain ignorent la réalité du commerce et de la coopération économique sino-américaine et sèment la confusion chez le public. Nous ne nions pas la contribution de l'investissement américain, mais le développement chinois est d'abord le résultat de la réforme économique et de l'ouverture de la Chine, ainsi que du dur labeur de son peuple. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce a également précisé que, selon le Fonds monétaire international, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale avait dépassé les 30% depuis 2013. Gao Feng a également dénoncé les commentaires de Mike Pence reprochant à Beijing d'utiliser des instruments politiques incompatibles avec le commerce libre et équitable. Beijing demande à Washington de ne pas utiliser ce genre d'excuses pour faciliter son unilatéralisme et son protectionnisme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux invités. Monsieur Wu Zhexian, vous êtes ancien diplomate, et Monsieur Wang Liqiang, vous êtes chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales. Bienvenue sur notre plateau. Alors, nous avons vu un peu le contexte de cette affaire. Alors, quels sont vos sentiments après avoir lu ce discours? Bon, alors, comme notre ambassadeur à Washington et les porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, du ministère chinois du Commerce ont bien indiqué, c'est un discours qui a été tenu un peu à la légère, puisque les accusations portées contre la Chine sont dépourvues totalement de fondement. Voilà. Donc, à mon avis, il faut vraiment être totalement hors du coup pour croire à ce que dit l'orateur
Mais il y a un fait indiscutable, c'est qu'un pays comme la Chine, qui compte 1 milliard, pratiquement 1 milliard 400 millions d'habitants, ne peut jamais se développer en s'appuyant sur l'excédent commercial. Ce serait trop facile. Voilà. Quel est votre avis? Bon, je résume le discours du vice-président Pence en 3 mots. Arrogance, ignorance et menace. Je crois son attitude est tout à fait arrogante. Je crois les Américains dans le monde entier, à cause de leur hégémonisme. Donc tout le monde connaît cette attitude arrogante. Ignorance, c'est parce que tout ce que les critiques qu'il a lancées sur la Chine montrent qu'il ne connaît pas le fond. Comme notre porte-parole a dit, Monsieur le Président ne connaît pas le fond du commerce. Il ne sait pas comment la Chine s'est développée. Donc je crois à travers ces critiques, on voit bien qu'il doit encore étudier beaucoup pour comprendre, pour parler de la Chine. Et à la fin, moi je pense qu'il y a une menace, parce qu'à la fin de son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà mes critiques, mais la direction de la Chine, si vous voulez retourner sur comment dire, la politique d'avant, on peut encore rester amis. C'est ça. Hein. Donc il y a un bâton et une carotte. On voit qu'il y a une condition posée, il y a un objectif précis de ce discours. Alors peut-être l'essentiel, parce qu'on voit un peu le moment choisi de ce discours, que l'excédent commercial entre les États-Unis et la Chine n'a pas diminué, mais n'a pas diminué au mois de septembre, mais en revanche ça a augmenté, ce qui n'est totalement pas l'objectif initial de Donald Trump quand il avait lancé cette guerre commerciale. Donc comment expliquez-vous ce résultat et pensez-vous que ce discours traduit quand même une sorte de déception envers cette politique commerciale? Le déficit de troisième semestre a augmenté et n'a pas baissé. Donc ça montre partiellement que l'objectif visé par le président américain n'a pas atteint. Bon, bien sûr, il y a une raison temporaire. C'est parce que tout le monde a peur, les commerçants ont peur d'être surtaxés. Donc ils ont passé les commandes avant l'application de cette surtaxe. Bon, ça c'est un facteur. Mais ce n'est pas le fond. Le fond, c'est que, vous savez, les États-Unis, c'est un pays très développé. Hein. C'est le premier pays dans le monde. Il ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de déficit parce qu'il exporte sans cesse. Mais à partir de l'année, dans le siècle dernier, à partir de l'année 1974, les États-Unis ont marqué des déficits. Là, il y a une explication dans les milieux scientifiques. Nous pensons que là, c'est le tournant du système monétaire dans le monde entier. Vous savez, au début des années 70, les États-Unis ont laissé tomber le système basé sur l'or, sur le prestige du gouvernement américain, sur le prestige du dollar. Et pourquoi à partir de l'année 1974? C'est parce que c'est l'année où les États-Unis ont conclu un accord avec un grand producteur de pétrole pour que toutes les ventes et l'achat de pétrole est payé par le dollar. De cette manière, voilà, il est ancré sur un produit quotidien. Parce que tous les pays ne peuvent pas se passer du pétrole. C'est à partir de là, les Américains commencent à donner, à offrir le dollar aux tierces parties. Et que quel le est dollar, le rapport avec le déficit alors? Bon, c'est-à-dire, si les États-Unis n'ont pas de déficit, les autres n'ont pas de monnaie, n'ont pas de dollars à dépenser.
Donc les États-Unis, dans une quelque sorte, obligatoirement avoir un déficit avec le reste du monde. Et là, il y a un nœud très important, c'est que lorsque le monnaie est étalonné sur l'or, donc il représente l'or. Donc il y a un échange sur un taux, comment dire, normal et conventionnel. Et lorsque le système de l'or est abattu, donc le système monétaire a complètement changé. Par exemple, nous avons un fonds très important, on sait que 3 000 milliards. Donc tout ça, en fait, c'est du papier que nous avons entre les mains, en quelque sorte. Et contre ces billets qu'on a cumulés, c'est les États-Unis qui en bénéficient du service, des produits, du matériel concret. Donc vous voyez, c'est un échange illégal. Simplement, il donne un droit. Si jamais il dit, je refuse, et, enfin, on a perdu totalement. C'est-à-dire la valeur de la monnaie est décidée par les États-Unis, tandis que les services et les produits sont déjà fournis. Il y a une autre chose à part le commerce, c'est le mode de développement de la Chine. Alors, je pense que le discours de Pence nous offre aussi une bonne occasion de revoir qu'est-ce qui fait la réussite économique de la Chine. Alors qu'aujourd'hui, on marque le 40e anniversaire de réforme et d'ouverture de la Chine. Quel est votre avis? Justement, c'est un sujet très intéressant. Bon, la Chine, c'est un pays socialiste. Bon. Mais nous disons, nous appliquons aujourd'hui un socialisme à la chinoise. Le secret de notre réussite, c'est que nous avons bien compris où est notre spécificité nationale. Il faut se rappeler brièvement de notre histoire contemporaine. Voilà. La dernière dynastie féodale en Chine a vécu jusqu'au début du siècle dernier. Les puissances occidentales qui ont connu un développement considérable ont commencé à pratiquer l'expansionnisme, à essayer de convoiter, à dominer, à coloniser le reste du monde. Et évidemment, les Chinois réfléchissent à l'époque, réfléchissaient, les intellectuels comme le peuple. Bon, qu'est-ce qui n'allait pas? Bon, et finalement, après multiples tentatives de révolte, d'insurrection, la dynastie des Qing a été renversée. Les intellectuels, l'élite de la Chine avait surtout une idée dans la tête, c'est de faire une Chine à l'image occidentale. Du coup, en 1911, une république tout à fait à l'image occidentale a été créée. Mais le problème, c'est que en Chine, dans une Chine qui était profondément marquée par le féodalisme et qui a souffert énormément de l'agression étrangère, donc c'était pratiquement une colonie, dans une telle Chine, l'idée de créer une république moderne à l'image occidentale n'a pas marché. Voilà. Le docteur Sun Yat-sen, qui était le premier président de la République, a été obligé de démissionner 2 mois après sa prise de fonction pour laisser place à un seigneur de guerre qui avait une armée puissante parmi tous les seigneurs de guerre de l'époque en Chine. La Chine est tout de suite plongée, peu après la naissance de la Première République, dans les conflits internes, dans la guerre civile, etc., etc. En plus, les puissances étrangères étaient toujours présentes. Vu la situation chaotique de la Chine de l'époque, il était hors de question de chasser les puissances étrangères du pays. Bon. Donc, ce n'était pas une solution. Voilà. C'est dans ce contexte aussi que le Parti communiste chinois est né. Une fois la nouvelle Chine est née, et tout de suite, c'est l'application de la théorie marxiste. Voilà. Donc, la collectivisation, la nationalisation, l'économie planifiée, tout ça a marché formidablement bien pendant une certaine période. Voilà. Il ne faut pas oublier que durant pratiquement toute la période des années 50, voilà, l'industrialisation
de la Chine a vraiment vu le jour. Bon. Et c'est dans cette période qu'une base industrielle solide a été jetée. Bon, mais seulement, à la fin des années 50, on s'est aperçu que l'économie planifiée, avec un système autrement collectiviste, il y a des problèmes. La productivité est limitée. Il faut aller au-delà. Il faut trouver d'autres solutions. C'est pour ça qu'à la fin des années 70, la Chine a commencé, comme vous avez mentionné tout à l'heure, une politique de réforme et d'ouverture. M. Wu a très bien expliqué le passé. Ça, c'est vraiment une base pour comprendre la Chine, comprendre la voie choisie par la Chine. Ce que je veux apporter, je pense, vous savez, dans le monde entier, il y a beaucoup d'explications hein, sur le modèle chinois. Il y a beaucoup de mythes. Mais il y a une chose, on a très peu mentionné, peut-être c'est un défaut de notre part, hein. On n'a pas suffisamment expliqué cet aspect. C'est un aspect, je veux dire, spirituel. Pour illustrer des choses abstraites, je cite un cas concret. Il y a une marche internationale en France, je crois, 90, quelques années comme ça. Et là, il y a une grande manifestation des ferroviaires et également des aviateurs. Juste au moment où les spectateurs viennent en France pour participer au match. Et là, ça nous choquait. À la fois, comme moi, j'aime bien le match. Je veux y aller, mais ça m'a donné beaucoup de difficultés. Et on se demande pourquoi les employés, les ouvriers français choisissent ce moment. Vous ne savez pas que c'est le prestige de votre nation. Et vous voulez être saboteur. Là, c'est un chinois, c'est une interprétation chinoise, c'est une réflexion chinoise. Mais lorsque j'ai demandé une explication à mon ami français, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, je m'en fous, c'est pas moi, je veux gagner mon pain. Et le match, c'est pas mon affaire. Et là, ça m'a fait comprendre une très grande différence, même une différence fondamentale entre un pays socialiste comme la Chine et un pays capitaliste comme la France, c'est que en Chine, il y a un intérêt matériel en commun. Que ce soit les paysans, les ouvriers, les intellectuels, on a le même intérêt. Et ça, c'est-à-dire, c'est pour arriver à, comment dire, remonter la Chine, pour arriver à un niveau moderne plus élevé et plus rapidement, le peuple chinois, les ouvriers, les paysans ont supporté, ont beaucoup souffert. Mais pourquoi ils ont supporté tout ça? Pour travailler. Enfin, ils sont accusés par les Occidentaux pour dire que c'est une exploitation féroce, etc. Mais ils n'ont pas compris. Ça, c'est un sacrifice voulu, accepté par le peuple. C'est là la force spirituelle. C'est une raison profonde de la stabilité de la société, de la force de la société. Alors, quel est votre avis, Monsieur Wu, parce que vous êtes diplomate aussi, donc vous avez une longue carrière diplomatique, donc vous avez rencontré beaucoup d'étrangers. Et quelles sont les parties les plus difficiles pour eux de comprendre la Chine, son parcours? Je crois que ce qui est difficile pour les observateurs qui ne connaissent pas vraiment l'évolution du système politique et de la politique d'ouverture et de réforme de la Chine, le plus difficile, c'est de sortir d'une mentalité héritière de la guerre froide, de la période de confrontation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, aujourd'hui, regarder la Chine toujours comme un pays qui était, voilà, marqué par la confrontation idéologique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin des années 70... C'est vraiment surprenant que dans ce discours, on voit encore cette empreinte de confrontation idéologique. Et c'est là le problème. Les difficultés résident là.
C'est-à-dire certains n'ont pas compris qu'il faut absolument rejeter la vieille mentalité de confrontation idéologique pour comprendre ce qui se passe en Chine. Parce que à la fin des années 70, comme je l'ai dit, la Chine a radicalement changé à propos du système économique qui était basé sur une économie hautement planifiée. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit le secteur privé à côté du secteur public qui est toujours puissant, mais il ne faut pas oublier, c'est toujours un pays socialiste. Bon. Mais un secteur privé qui est de plus en plus développé. Bon. On a introduit la loi de la marché, donc la concurrence. Même entre les entreprises publiques, il faut suivre la loi, il faut obéir à la loi de la concurrence. Voilà. Du coup, sur le plan économique, ça a beaucoup changé, voilà, le paysage du pays. Voilà. Le changement est rapide, pratiquement immédiat. Quelques années après le début de cette réforme, on voit le résultat de façon spectaculaire. Parce qu'avant, il y avait pratiquement une sorte de pénurie, ou au moins l'insuffisance des produits. Voilà, de première nécessité. Par exemple, on devait recourir au système de tickets de ration pour s'offrir de l'alimentation. Mais quelques années après la réforme, ça y est, c'est plutôt l'abondance. On a eu des difficultés pour stocker les céréales. Vous voyez, bon. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Deuxièmement, sur le plan politique, la Chine a abandonné complètement l'ancien critère idéologique pour gérer les relations extérieures. Pour nous, tous les pays du monde devraient être nos partenaires. Voilà. Nous voulons développer nos relations de coopération amicales et gagnant-gagnant avec tous les pays du monde, sans exception. Ah. Ce qui fait qu'avec les États-Unis, on développe une coopération énorme. L'année dernière, les échanges commerciaux, c'était de plus de 600 milliards de dollars. Vous voyez, bien sûr, on parle de l'excédent, mais c'est un problème très compliqué. D'ailleurs, le professeur vient d'expliquer que le principal facteur, c'est la suprématie du dollar. Lorsque vous imprimez du billet, lorsque vous achetez des produits, c'est-à-dire la richesse créée par les autres avec votre billet, bien forcément, vous êtes en déficit, puisque voilà. Mais vous reposez sur un privilège énorme, comme le professeur vient de dire. Le coût de revient d'un billet, c'est rien. Or, vous donnez le billet, vous avez la richesse créée par les autres. C'est un privilège énorme. Il ne faut pas se plaindre sur ce plan-là. Bon, ben, ça c'est l'un des aspects. Bon. Du coup, avec la politique de réforme et d'ouverture, bon, la Chine s'est développée considérablement. Et en même temps, à l'intérieur, comme on est un pays socialiste, on ne laisse pas la société aller vers une société marquée par l'écart entre les différentes couches sociales. Donc on assure toujours une stabilité sociale, on essaye de maintenir un équilibre, voilà, entre ceux qui sont plus nantis grâce, voilà, au développement économique et ceux qui ont été, voilà, plus en arrière. L'État régularise les choses, voilà, pour réduire les écarts entre les riches et les pauvres. Il y a encore à peu près 30 millions de pauvres qui devraient être sortis de l'état de pauvreté d'ici 2 ans. Voilà, ça c'est un objectif fixé par le gouvernement. Entre les régions plus développées, c'est-à-dire les régions côtières et les régions plus à l'intérieur, entre les villes et la campagne, parce qu'il y a encore un écart énorme entre les villes et la campagne chez nous. Donc vous voyez, donc, avec la réforme et l'ouverture, on commence à développer rapidement, voilà, l'économie, et puis en même temps, comme on est un pays socialiste, on essaye d'assurer un réseau de protection sociale qui est le plus grand dans le monde, voilà, de façon satisfaisante. Mais finalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'histoire du développement de la Chine, c'est très très compliqué en fait. Mais
pour un responsable politique d'expliquer d'une façon, comme vous l'avez dit, un peu irresponsable une histoire aussi compliquée en très peu de temps, avec des choses non fondées, sans des recherches approfondies. Quel genre de message peut-on déduire de ce genre de discours? Est-ce que c'est un peu dangereux pour le public américain ou le public international en quelque sorte, de cette manque de volonté de connaître la vraie Chine? Comme vous avez dit à la fin, je crois, c'est à eux de faire un effort pour mieux comprendre la Chine. Parce que, évidemment, ils se familiarisent avec le facteur privé. C'est quelque chose qu'ils connaissent par le fond. Donc, lorsqu'ils voient la naissance de ce secteur privé en Chine, ils disent « Ah bon, très bien, la Chine se rapproche avec nous. » Comme Monsieur Wu a très bien expliqué, il y a un facteur public non négligeable et principal, fondamental. Il ne faut pas le négliger. La Chine vit sur ses deux jambes. Il y a une jambe publique, il y a une jambe privée. Aujourd'hui, c'est un mariage entre les deux. C'est ça, à la chinoise. C'est très flexible, il ne faut pas me dire, ah, vous devez couper votre jambe publique, parce qu'on n'est pas habitué. Ben, désolé, Monsieur Ponce, désolé. On ne peut pas se permettre de couper notre jambe. On marche sur nos deux pieds, on va rester une jambe publique, une autre privée. C'est ça la Chine. C'est à vous de connaître, c'est à nous de changer. Mais est-ce que cela constitue pas une genre d'ingérence dans l'affaire de la Chine, de dire ah vous devez développer votre secteur comme ça, vous devez développer votre économie comme cela? Bon, ben, à mon avis, de toute façon, c'est un discours électoral. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Bon, ben, et d'ailleurs, je ne crois pas que tous les Américains pensent de la même façon voilà, que l'orateur. Il a déjà des contestations, des arguments tenus dans le discours au milieu médiatique américain, voilà, parmi l'opinion publique américaine. Donc, bon, ce sont voilà, des propos tenus à l'occasion, à la veille de l'élection. Il ne faut pas oublier ceci. Hein, bon. Donc, il ne faut pas prendre tout ça très au sérieux. Bon. C'est vrai qu'on peut former des opinions sur le modèle chinois. Bon, on peut très bien observer ce qui se passe, comme beaucoup ont fait. Mais il faut toujours tenir compte de la vérité. Il ne faut pas dire des choses de façon à la légère, comme je l'ai dit. Bon, on ne se permettrait pas de dire n'importe quoi, bah, au fond. Bon. C'est vrai, la raison, c'est que c'est la période électorale. Mais pensez-vous que cela va marquer quand même un tournant dans la relation sino-américaine, et parce que certains inquiètent donc de la perspective de la relation entre les deux pays, donc comment va se passer la guerre commerciale, est-ce que cela va s'intensifier, quel est votre avis? Très franchement, après les différentes sources d'informations, je crois qu'il y a un mécontentement relativement général aux États-Unis pour le fait que la Chine n'a pas coupé son jambe publique et agrandir le secteur privé. Je crois qu'il y a une déception. Et cette déception peut aller, est-ce que ça peut aller très loin? Très franchement, je ne sais pas. Ce que je pourrais dire sur votre tribune, que si ça va trop loin, je crois que ça à l'encontre des intérêts de tout le monde. Si ça s'arrête, bon, c'est un petit tournant dans le développement de nos relations. Voilà, c'est tout. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur l'ambassadeur. Il ne faut pas prendre trop au sérieux ce discours. Je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.